peut lancer. Andrea, première partie. Bienvenue dans cette vidéo. Parce que le premier roman d'Andrea Bescon, Une simple histoire de famille, est en librairie depuis janvier 2023, j'ai eu envie d'échanger avec elle sur sa façon d'écrire et la rencontre avec ses personnages, mais pas que. Avant de démarrer l'interview, un mini résumé de la carrière d'Andrea Bescon. 2014, Andrea joue pour la première fois son spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère. 2016, elle obtient pour ce spectacle le Molière du meilleur seul en scène. Je voulais vous dire, vous les victimes, qu'il faut que vous marchiez la tête haute parce que vous avez survécu. 2018, l'adaptation du spectacle sort au cinéma, réalisée par le duo qu'elle forme avec Éric Métayer. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Ils obtiendront pour ce film le César de la meilleure adaptation. Fin 2020, sort en librairie la trilogie Et si on se parlait, illustrée par Mathieu Tucker, qui s'adresse aux enfants et aux parents pour parler de tout sans tabou. En 2022, M6 diffuse À la folie, un téléfilm où il est question de manipulation réalisé par le binôme Bescon-Métayer. Au printemps 2023, on découvrira en salle leur deuxième long métrage Quand tu seras grand, avec notamment Aïssa Maïga et Vincent McCain. Au-delà de sa créativité artistique, Andrea s'investit à fond pour la protection de l'enfance et des femmes face à la violence masculine. Et maintenant, on part à la découverte du premier roman d'Andrea, dont voici le pitch. Du Finistère des années 60 au Paris d'aujourd'hui, avec Louisette, Hervé et Lio, trois personnages qui ont pour héritage la violence et les secrets de famille, Andrea Bescon retisse le fil de ses destins brisés sur trois générations qui refusent la transmission des tragédies. Un roman qui questionne sur les rapports hommes-femmes, les ravages du chagrin, le désir de vengeance et invite par-delà la douleur à une possible renaissance. Merci Andrea de nous parler de ton roman qui vient de sortir, Une simple histoire de famille. Il y a eu la danse, le théâtre, le cinéma et maintenant la littérature. Le fil rouge commun, c'est l'écriture, évidemment. Ouais. Oui, c'est passionnant d'écrire. Souvent, je dis que j'ai eu la chance de naître artiste et de pouvoir me servir de ça pour exprimer tout ce qu'il y a au fond de moi et ce que j'ai envie de dire sur la société aussi. Donc, c'est une chance de pouvoir écrire et d'avoir eu l'opportunité d'écrire un roman. C'est assez magique comme expérience. Et ça naît comment, cette opportunité d'écrire un roman ? Écoute, déjà, de toute façon, l'écriture m'a toujours bercée. J'ai toujours aimé ça, écrire, lire et écrire. Et quand j'ai écrit Les Chatouilles et que je l'ai joué au théâtre, j'ai une éditrice d'Albin Michel qui s'appelle Caroline Marson, qui est venue voir le spectacle, mais qui a surtout découvert le texte. Donc elle a acheté le texte à l'issue de la représentation. Et là, elle m'a contactée en me disant « Vous avez une plume, ça serait vraiment bien que vous écriviez un roman ». En 2016, je n'étais pas du tout prête à ça. Je me disais peut-être un jour, effectivement, je m'étais mise en tête qu'éventuellement un jour j'écrirais un roman. Je n'avais pas de date, de période définie. Mais quand elle m'a posé cette question, d'abord j'ai été flattée quand même qu'une personne d'un tel niveau s'intéresse à ma façon d'écrire. Donc je me suis dit « Ah, tu peux peut-être t'autoriser à prendre un peu confiance ». Et puis les mois ont défilé, on a fait le film, il s'est passé plein de choses. Donc j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher tout de suite. Et quand je suis partie faire des chroniques chez Thomas Soto, toutes les semaines, elle m'a rappelé, Caroline, en me disant « Je vous écoute sur RTL, vous avez une plume Andrea, ça serait bien que vous écriviez un roman ». Et voilà, je me suis mise de cette manière, puisque justement, au moment où elle m'a appelée, j'ai écouté, parce qu'à l'époque on se voyait, j'ai une idée qui germe, un truc dans le transgénérationnel, je sais pas, quelque chose qui ferait un siècle. Et tout de suite, on s'est parlé, et puis voilà, c'était parti. Est-ce que tu as écrit en petits morceaux en fonction de ton activité ? Il y a eu des sessions d'écriture où tu as ouvert la porte et tout est sorti ? Non, j'ai eu plein de rendez-vous avec ce récit, qui s'est écrit en 2 ans peut-être. Mais c'était par rendez-vous, des périodes. Alors après, c'était des rendez-vous toujours plaisants. J'étais vraiment heureuse de retrouver mes personnages, ce récit. J'avais le dénouement, enfin, j'avais la réconciliation, en tout cas, ce chapitre ensemble. Enfin, il fallait que tout se termine autour du Magnolia, ça c'était évident pour moi. Mais par contre, j'avais pas tout à fait les trajets définis de mes personnages, ça je peux pas le nier. Je me suis laissée complètement embarquer par leurs propres énergies. Il m'est arrivé à en milieu de récit,
Enfin, de me dire, tiens, Lio va aller chez son père et puis il ne sera pas là. Mais je ne savais pas encore qu'elle allait découvrir les papiers sur la maison de retraite. Je me suis laissée complètement entrer en transe, qui est une chose différente par rapport à un scénario ou un spectacle où j'ai quand même les choses en tête bien en amont. Là, l'écriture romanesque, ça t'amène ailleurs. Enfin, je me suis amusée à le travailler autrement. Il y a un moment où j'arrivais même plus à écrire parce que j'avais trop de colère, notamment en 2021, après toutes les déceptions politiques qu'on a eues autour de la pédocriminalité, l'inceste, où moi j'ai vraiment déprimé. Et j'étais en plein cœur du récit et je me souviens Caroline qui m'appelait, qui me disait alors tu avances, et là j'étais non pas du tout parce que c'est horrible ce qui me passe par la tête. Et ça a été toutes les scènes de vengeance de Lio par rapport à une personne qui avait violé sa mère et tout. Je disais à Caroline mais elle peut pas faire ça, c'est une belle personne, elle peut pas faire ça, elle peut pas. Et Caroline me disait écoute, je sais bien que tu vas pas m'écrire une bleuette, écris, on verra. Et donc après, évidemment, je trouvais l'histoire du fantasme et tout, puisque pour moi, c'était évident que c'était le choix de la non-violence qui primait. Mais donc, j'ai eu des rendez-vous comme ça avec le récit qui n'étaient pas forcément évidents, parce que j'ai laissé mon émotion prendre le dessus. Et du coup, il a fallu que je cogite sur cette colère-là et comment j'allais l'amener vers la lumière plutôt que vers quelque chose de puant qui est la vengeance ou la violence. Le personnage masculin qui frappe sa femme, t'as bien expliqué que tu avais fait un lien systémique en fait sur le fait que ces hommes-là qui ont fait la guerre et qui rentrent sans aucun moyen d'évacuer, de comprendre ce qui s'est passé, le trauma est inscrit en eux et finalement ça génère par ricochet dans ces familles qui récupèrent les gens. Moi, c'est ce qui m'apparaît logique. Maintenant, je ne fais pas de sociologie, je ne suis pas quelqu'un qui est en études ou tout ça, donc c'est une réflexion propre, d'être humain, quoi. Mais ça me semble logique. Aujourd'hui, quand on voit tous ces siècles, ces millénaires de traversées de guerre partout, dans tous les territoires du monde, et qu'on voit que le patriarcat est partout, à travers tous les territoires du monde. Oui, la violence a toujours coulé dans le sang des hommes, pas par choix non plus. Hein. On les a toujours envoyés à la guerre, on les a toujours fait revenir en disant démerde-toi. On n'a jamais traité leur trauma, on le sait même jusqu'à très très récemment. Hein. Je veux dire, l'amnésie traumatique, on a commencé à en parler par rapport à la guerre du Vietnam, tout ça. Donc les hommes ont toujours été confrontés à cette violence. Hein, le pouvoir, le fait de posséder, le fait de dominer, de ne pas avoir peur, de ne pas être triste. Et il me semble, je pense de manière assez logique que tout ça est inscrit aussi dans l'ADN des hommes et que forcément ça se transmet. Et donc derrière, il faut déconstruire tout ça, c'est un mot qui fait peur. Et le personnage de Jean, qui violente Suzanne, je ne cherche aucune excuse, bien sûr, parce qu'il me semble qu'il faut avoir l'intelligence de renverser ce traumatisme, et c'est vachement dur. C'est beaucoup d'énergie. Je pense que c'est donné à chacun, mais chacune, mais que c'est beaucoup, beaucoup de travail, il faut être prêt à le faire. Donc Jean, je ne cherche pas d'excuses, mais on peut comprendre aussi pourquoi cette violence. La violence a toujours une racine, on ne naît pas violent, c'est pas vrai. Personne ne naît violent sur cette planète, on le devient par la manière dont on nous éduque, par les épreuves qu'on traverse. Voilà comment on devient violent. Les hommes deviennent plus violents parce qu'on leur fait porter ça dans cette société aussi. Justement, ton personnage homme qui a la cinquantaine, qui s'appelle Hervé, il est l'inverse de tout ça. Et alors, dans l'écriture, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru remarquer que quand tu parles de Suzanne et de Lio, tu parles d'elle en les nommant elle, et Hervé, tu dis je. Ouais. Comment ça s'est passé dans l'écriture de prendre la première personne du singulier alors que c'est un homme? Ça s'est fait de manière assez inconsciente, mais le personnage d'Hervé, pour moi, était entre guillemets le personnage principal, puisque c'était celui du milieu. Et je sais pas pourquoi j'ai adopté je. Je l'ai remarqué a posteriori. Mais j'avais envie que ce personnage sorte du lot, en fait.
Et j'avais envie que son courage se situe ailleurs que dans une énergie, mais dans une réflexion, dans l'amour pour l'autre. Mais ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pris à ce jeu, mais moi c'est celui que je préfère, Hervé. Pourquoi c'est celui que tu préfères? Qu'est-ce qui te touche chez lui? Ben, il me touche parce qu'en dépit d'une incompréhension totale de son socle, de sa vie, de son enfance, même quand il ne savait pas, il savait que c'était bizarre, qu'il y avait un truc qui fonctionnait bizarrement, c'est jamais quelqu'un qui s'est laissé justement porter par quelconque violence. C'est la bienveillance absolue, la douceur absolue, et qu'il a besoin d'amour, et qu'il est vraiment fait d'amour, quoi, en fait. Autant dans ce qu'il donne, ce qu'il transmet ou ce qu'il a reçu. Mais j'aime aussi le fait qu'il soit encore 12 ans après en deuil quasiment. Enfin, je le trouve beau, ce personnage. Je le trouve sensible. Est-ce que les personnages, tu les vois déjà prendre vie dans un film, par exemple? Ouais, bien sûr. Oui, j'écrivais déjà en me disant que ce serait une adaptation au cinéma. Je suis en train de la travailler. Youpi. Ouais. On va pouvoir les voir tels que Oui. tu les vois toi, en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est toujours complexe. On l'a vécu avec les chatouilles, mais oui, pouvoir incarner différemment les personnages, c'est toujours une petite trahison par rapport au lecteur ou à la lectrice, mais en même temps, c'est ça qui est chouette aussi, se laisser surprendre par le regard de Si tu devais l'autrice. pitcher ton roman en quelques mots pour donner envie à quelqu'un de le lire, Oui, le pitcher, non, je dirais que c'est 3 personnages de 3 générations différentes qui ont envie de percer les secrets pour être libres et en possession, encore une fois, de leur potentiel, quoi. Alors évidemment, il y a le personnage d'origine qui va faire que tout découle d'elle. J'aime l'idée que ces 3 personnages soient toujours en action, soient toujours dans le faire. Je crois que l'action est ce qu'il y a de primordial dans la réparation aussi. Et que l'action permet de trouver beaucoup de réponses. L'action, et tu parlais aussi de l'importance de la vérité, du coup, c'est ça, de casser de découvrir ce qu'il y a dans les secrets pour aller vers la liberté, du coup, la vérité. Ouais, je crois honnêtement que les vérités dans les familles sont importantes à dire, parce que sinon ça fait des nœuds, ça peut créer de vrais malaises, même entre les gens. Il y a souvent des enfants qui pensent que les parents les aiment pas, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils sont mal, ces parents-là, pour d'autres raisons. Je crois que de parler de ces traumas, ça permet d'abord de protéger ses propres enfants, et surtout de voir que, oui, on a des failles. Les adultes ont des failles, ils sont pas parfaits, et surtout casser le fil. Casser le fil du mensonge, casser le fil du non-dit, du secret, de ces tabous, quoi, qui pourrissent la vie constamment. Dans la vie des lecteurs et des lectrices, tu as envie que ça sème cette petite graine d'envie de liberté et de vérité, en fait? Ouais, après, j'ai pas la prétention de dire que ça pourra être le cas, mais j'espère, oui, que ça peut encourager à prendre la parole et à dire les choses simplement, parce qu'on a toujours peur de la façon dont on va dire les choses. On a l'impression que tout est hyper complexe. Et au final, plus c'est simple et mieux c'est, et on se rend compte qu'il n'y avait que notre peur à traverser. La peur de l'autre, elle n'y est pas. Tu parlais tout à l'heure de ce moment de dépression pour toi où c'est dur parce que tu ne vois pas avancer les choses dans la société et que les choses ne sont pas prises en charge par le gouvernement. Tu fais le lien, évidemment, ou pas, entre ce roman qui parle de comment on peut transformer la violence au sein d'une famille, du coup, comment on peut le transformer au sein de la société. Est-ce que inconsciemment, consciemment, il participe à cette lutte dans laquelle tu t'es engagée C'est quand même une forme d'exutoire. Maintenant, oui, il s'engage parce qu'il y a tout ce terrain commun. Et donc, évidemment, comme je parle aussi de violence conjugale ou de pédocriminalité dans ce récit, ou de viol, mais oui, il peut participer. C'est une pierre à l'édifice.
ça c'est évident. Bon, après pour moi, dans le moment que je traversais, j'avais pas une ambition entre guillemets d'outils pédagogiques ou publics autour des violences. C'était pas du tout mon objectif. Vraiment, l'objectif, c'était d'écrire une histoire. Après, ce sont des thématiques qui m'animent. Donc, en parler aujourd'hui, après des années de discussions et d'études autour de ça, ben forcément, je me rends bien compte parfois qu'il y a des décalages dans ma vision et celle des personnes qui n'étudient pas du tout ce sujet. Donc forcément, mon récit, il amène à un endroit où la société, elle n'est pas encore, parce que nous, on milite, parce qu'on travaille tout ça au quotidien. Donc forcément, je me rends compte que je n'ai pas forcément les mêmes prismes que plein de personnes. Mais moi, j'espère que petit à petit, on amènera des gens dans notre camp, parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas trop mal la vision de la société qu'on a, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites à ces personnages-là? Je leur souhaite de faire plein de petites maisons dans les cerveaux des gens, plein de petits magnolias partout. Ouais, j'aimerais bien. Vive le magnolia. Vive le magnolia. Merci beaucoup, André. Merci à Lucie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez rester dans l'univers d'Andrea Bescon, cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir les premières images de mon documentaire sur son spectacle.